Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Valais et Promotion Santé Valais vous présente l'Antidote. Le rôle des proches aidants est essentiel dans notre société. Il permet d'allonger le maintien à domicile, d'accompagner une personne malade, handicapée ou âgée et de lui donner des soins et du temps. Malgré le fait que ce travail peut être gratifiant et que la relation qui se crée est souvent forte, le proche peut aussi s'épuiser. Il faut souvent être présent de jour comme de nuit, adapter son organisation et son travail à la situation et vivre des émotions fortes, accompagnées parfois par un stress. Un proche sur deux s'épuise durant son parcours d'aidant. Il est toutefois possible de prévenir les risques et de se préserver. C'est bientôt l'heure du repas. À la maison, Serge Berthollet prépare un peu tout. Sa femme n'est pas très bien ce matin. Elle est tombée en se levant, heureusement sans conséquences, mais elle se repose maintenant. Depuis 22 ans, elle souffre de la maladie de Parkinson. Et depuis 7 ans, son état s'est aggravé. Chez elle, c'est plutôt des blocages. Tout d'un coup, elle ne peut plus marcher, elle piétine, on dirait qu'elle est collée au sol. Elle veut avancer, la tête avance, mais les pieds restent collés au sol. Alors il faut être vigilant pour pas qu'elle tombe. Donc il faut toujours être prêt pour la soutenir si ça ne va pas, puis lui donner l'impulse pour qu'elle fasse le pas qui débloque et qui lui permet d'aller plus loin. Serge l'aide au quotidien selon son état de santé. Parfois tout va bien, ils peuvent même sortir et se balader. Parfois c'est un peu plus compliqué. Ça joue. Voilà. Investissement, c'est 24 heures sur 24. Les jours où elle est à la maison. Je me lève le premier, je suis toujours levé le premier. Quand je travaillais, j'étais le premier debout. Mais je me lève le premier, je commence à préparer le déjeuner et tout. Je l'aide à se lever, elle prend les médicaments. Et puis, si ça va bien, elle se prépare toute seule et puis elle vient prendre le repas. Si ça va moins bien, il faut que je l'aide à faire sa toilette, le cas échéant. Et puis l'aider à descendre de l'étage pour venir manger. Alors certaines fois, je dois l'accompagner parce qu'elle a de la peine à marcher. Uté Berthollet va un peu mieux. Elle a pu s'habiller seule et descendre. 2 jours par semaine, elle est prise en charge dans un centre spécialisé, au centre d'accueil temporaire d'un EMS les mercredis et au centre Parkinson les vendredis. Elle reçoit également de l'aide du CMS de sa région. Mais ce soutien ne s'est pas mis en place tout de suite. M. Berthollet a dû se rendre à l'évidence qu'il n'y arrivait plus tout seul. Il y a 6 ou 7 ans en arrière, là, quand vraiment ça s'est aggravé assez subitement, là, je n'étais pas très en forme. Et puis naturellement que j'ai dû consulter le médecin pour moi. Puis le médecin m'a dit, mais écoutez, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Tout seul, vous n'y arriverez pas, donc il faut mettre en place quelque chose pour aider votre épouse déjà, et puis pour vous aider vous aussi, parce que j'aimerais pas avoir 2 malades à la maison. Alors c'est comme ça que c'est parti. Qu'est-ce que vous aviez ? J'étais fatigué parce que c'était jour et nuit, donc il arrive un moment où vous lâchez. Ça va ? Je te le passe comme ça. Comme Serge, ils sont des milliers de proches aidants en Suisse à accompagner un être cher. Ils le font par amour ou parce qu'ils estiment que c'est leur devoir. D'avoir un logo comme ça sur un visage, c'est assez rare.
Selon un rapport du Conseil fédéral publié en 2014, environ 330 000 personnes parmi les salariés assumeraient régulièrement des activités d'accompagnement social et de soins. Cette aide a beaucoup de valeur en termes humains et financiers. On estime à plus de 3 milliards de francs le travail effectué par les proches. Mais les proches aidants traversent aussi des périodes difficiles. Qui disent mon père ci ou ma mère ça, etc. On sait qu'au niveau des risques, il y a des risques alors somatiques. Ce qu'on sait, c'est que ça change, par exemple, les taux d'hormones de stress, les taux, par exemple, des neurotransmetteurs, il y a de l'hypertension, il y a une mortalité augmentée. Si on prend, par exemple, un groupe qui s'occupe de proches aidants ou un groupe du même âge qui n'a pas cette charge-là, on se rend compte que la mortalité a augmenté. Au niveau psychique, on se rend compte qu'il y a une majorité quand même des proches aidants qui ont qui ont une dépression, qui développent une dépression. Vous avez une consommation de psychotropes aussi qui a augmenté par rapport à une population qui n'aurait pas une charge de proche aidant. Donc vraiment, il y a toute une série de détresse à plein de niveaux. Si vous voulez, le fait d'être proche aidant ne va pas provoquer en soi une maladie. Par contre, c'est clair que là où il y a une vulnérabilité, ça va exacerber le problème. Monsieur Berthollet ? Les proches aidants sont souvent désemparés et ils dépassent leurs limites. Selon une étude menée par le canton de Vaud, la moitié de cette population s'épuise et un tiers des aidants est déjà atteint dans sa santé avant de solliciter de l'aide extérieure. Cette maladie, elle est imprévisible, ça peut aller bien le matin quand elle se lève, puis ça dérape pendant la journée, ou bien alors ça ne va pas du tout le matin, comme ce matin. Vous avez, vous, des moments où vous pouvez un peu relâcher la pression, parce qu'on ne peut pas toujours donner, enfin, il y a des moments où on a aussi besoin de se prendre soin de soi. Bien, disons que j'ai des moments, donc le mercredi et le vendredi, là je peux disposer de la journée comme je veux, ou bien j'ai des choses à bricoler à la maison, ou bien alors je prends le téléphone, puis je téléphone à un copain. C'est un long apprentissage. Dans cette consultation psychologique pour les proches aidants, Jean Bigoni voit des gens qui sont passés par d'autres professions de la santé, soit dans le centre de la psychiatrie de l'âge avancé, le centre de la mémoire ou auprès d'autres partenaires comme les EMS ou CMS. Ceux qui viennent perçoivent une certaine détresse et arrivent au bout de leurs ressources. Moi, ce que je vous propose, c'est que finalement, on est tous à pouvoir fournir un certain nombre d'efforts et puis on est tous à avoir besoin quelque part de recharger les batteries. Et puis, on ne peut pas que faire de donner. Alors, c'est clair que donner, s'occuper de quelqu'un, c'est gratifiant. Il y a une certaine satisfaction à pouvoir aider la personne aimée, à pouvoir être à ses côtés, à pouvoir finalement lui suffire. Mais on ne peut pas faire ça sans être soutenu, sans recharger ses batteries, sans avoir un étayage social, sans avoir des moments pour soi. Et au même titre que le rythme jour-nuit, finalement, on peut travailler la journée, mais parce qu'on dort la nuit. Et si vous voulez, quand à quelque part, vous ne faites que de donner et que de travailler, vous ne pouvez pas aller très loin. Vous sentiez que la situation était difficile ou à quelque part vous vous sentiez débordé par ce qui se passait, ou bien c'est juste? Oui, au début, effectivement, j'avais pas encore tiré les sonnettes d'alarme, alors... Les proches aidants passent en moyenne 50 heures par semaine avec une personne malade. Chez la personne âgée, ce chiffre peut monter jusqu'à 100 heures par semaine, 120 heures pour l'accompagnement d'une personne handicapée. Médecin traitant, médecin de famille, le docteur. Alors là-dedans, vous comptez évidemment les nuits où la personne, toutes les 2 heures ou toutes les heures, elle vient en disant « mais il faut qu'on y aille » et puis vous êtes au milieu de la nuit et puis vous dites « mais qu'est-ce qui se passe ?» Enfin, donc les proches, des fois, ne dorment pas, ne dorment plus. Et puis après, c'est des instants de tous les jours où vous avez la personne qui veut sortir de la maison, qui ne s'habille pas, qui est désorientée, qui est angoissée, qui appelle, qui crie. Vous avez des fois des patients qui sont tellement angoissés, effectivement, qui crient, qui appellent sans arrêt et qui suivent tout le temps le proche. C'est-à-dire même des fois pour aller aux toilettes, le proche ne peut pas y aller seul. Ça veut dire que quand le proche veut aller aux toilettes, vous avez le patient qui suit en disant « mais tu vas où? Qu'est-ce que tu fais ?» Ou alors il est collé derrière la porte en disant « mais t'es où? T'es où ?» Enfin, donc c'est vraiment des situations qu'on a de la peine à imaginer en termes de gravité. Françoise Moix a eu 4 enfants en 3 ans. Les 2 grands sont en vacances chez sa mère, son mari est au travail.
et les deux jumeaux partent ce matin se promener avec Sylvia Ballet, le petit ange de la famille Moix. Cette garde d'enfants à domicile de la Croix-Rouge vient en renfort 2 jours par semaine pour permettre aux parents de souffler un peu. D'autant plus que cet hiver, Françoise et son mari ont eu des problèmes de santé. C'est calme, hein, tout d'un coup. Ouais, mais vous savez que ça me fait du bien. Moi, j'avais les nerfs à fleur de peau, là. Ouais. 4 tout le temps dans la maison, puis ils sont petits, c'est du sport. Alors, ouais, ça fait du bien. Qu'est-ce que vous faites quand il n'y a pas les enfants? Quand il n'y a pas les enfants, je fais facilement des activités où j'ai besoin de me concentrer parce que quand ils sont là, c'est pas possible. Alors voilà, là, par exemple, je peux... notre petit Florent qui a la trisomie 21, disons qu'on essaie vraiment de tout faire pour qu'il progresse. Alors il a besoin qu'on lui fasse des petits supports, des petites choses comme ça pour qu'il puisse communiquer. Alors là, je vais finir de coller des petites images dans son classeur de langage. Un enfant trisomique, c'est beaucoup de rendez-vous, des gens qui viennent à la maison pour le suivre, Quand il naît, on vous dit tout ira bien, il faut le stimuler. Ben oui, mais il y a tellement d'autres choses à faire dans la vie, donc il faut être là, il faut être présent. Puis il faut s'occuper des 3 autres quand même. Donc c'est des enfants, donc il y a des petits tracas du quotidien, ils ont aussi leurs soucis médicaux. On court beaucoup. Vous n'arrêtez jamais? Non. Je voudrais bien un petit peu faire la pause, mais voilà, ouais. Et vous, votre santé à vous? Ah, ma santé à moi, ça va bien maintenant, mais j'ai fait une hernie discale cet hiver. Ouais, l'épuisement était là, ouais. Vous êtes allé jusqu'au bout de vos ressources? Oui, je crois. Le médecin m'a dit vous ne devez plus rien soulever pendant 1 mois. Oui, j'ai 3 enfants qui ne marchent pas, monsieur, je fais quoi? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai téléphoné à Sylvia, j'ai téléphoné à mes parents, et puis SOS. Alors on était vraiment embêtés, oui. Mais ça a été facile pour vous de demander cette aide? J'avais pas le choix. Là, j'avais pas le choix. Françoise a finalement trouvé les ressources pour soigner son hernie discale avec 4 enfants pleins d'énergie. Son mari, lui, a fait un lumbago. De là peut-être dans la famille l'impression d'en avoir plein le dos. Alors, à plusieurs reprises, la Croix-Rouge, qui offre un service de garde d'enfants malades ou handicapés, est venue à la rescousse et a permis à Françoise de prendre soin d'elle ou de faire autre chose. Sylvia était déjà là quand j'attendais les jumeaux. Et comme elle est vraiment quelqu'un de compétent, d'aidant, d'aimant, qui sentait les besoins. Va te coucher, elle me disait. Mais c'était ça qu'il fallait. Puis c'est vrai que quand on a quelqu'un chez soi, on n'ose pas lâcher, tirer la prise et puis dire ok, j'ai besoin de repos. Et elle me dit tu y vas maintenant, tu y vas. Vous n'arriviez pas, vous, à vous rendre compte des signes ou... Et puis moi, on a son amour propre, j'arrive. Puis nous, on n'arrive plus. Ça va mieux. Il a eu peur, Quentin. C'est difficile pour chacun de connaître ses limites. Souvent, même tout le monde, on va au-delà de nos limites sans même s'en rendre compte. Et là, nous, on arrive, bien heureusement, souvent avant ses limites quand même. J'avais entendu ce slogan que je trouvais très juste, parents soutenus, paris tenus, parce que sans nous, les enfants, ils ne peuvent plus, hein, ils n'ont pas avancé, hein, ils ont besoin de nous. Oui. Ah oui. La psychologue m'avait posé la question, où sont vos limites? Avez-vous fixé vos limites? Alors, je dis non, je n'ai pas fixé de limites. Puis après, en réfléchissant bien, dernièrement, je lui ai dit, quand on s'est retrouvés, j'ai dit, ben voilà, j'ai trouvé les limites. Ah bon, t'as trouvé les limites? Je dis oui. Le jour où je téléphone plus à mes copains pour aller faire boire un apéro, que je ne vais plus à la gym, ou bien que je ne vais plus faire des randos avec les autres copains parce que ça ne m'intéresse plus, je crois que là j'aurais atteint la limite. Pourquoi c'est si difficile de demander de l'aide? Mais parce qu'on croit toujours qu'on va se débrouiller. Et puis que ma foi, c'est un mauvais moment à passer, puis tout ira bien, il suffit, c'est comme le beau temps. Un jour, il pleut, puis on se dit, bah, après la pluie, le beau temps, quoi. Alors là, c'est la même chose, on se dit, ouais, quelques jours, ça va aller, puis après, tout rentre dans l'ordre de nouveau. Mais c'est pas le cas, il faut de l'aide.
La personne a tendance à s'oublier parce que souvent elle se dit « mais c'est pas moi qui suis malade, c'est pas moi qui suis en détresse, c'est mon mari, c'est mon épouse et à quelque part je dois être là pour lui, pour elle ». Alors vous avez, je sais pas, des situations courantes, vous avez un mari qui dit « mais moi, mon épouse, toute ma vie, elle a été là. Elle m'a soutenue dans mon travail, dans mon activité professionnelle et maintenant qu'elle est malade, évidemment que je vais être là pour elle ». Et ça, la personne ne peut pas se dire « ah ben j'ai besoin d'aide moi » ou « j'ai besoin de soutien moi ». Donc là, quelque part, le proche aidant est lui-même pris dans quelque chose où il n'arrive pas à en sortir tout seul. Les études montrent que les proches qui sont soutenus sont ceux qui peuvent aider le plus longtemps. C'est ceux qui peuvent garder le patient ou le malade le plus longtemps à domicile. C'est eux finalement qui tiennent le plus longtemps. Puis ce qui est génial, c'est que... Personne. Ma famille. Personne. Ce risque, Nathalie Ray le connaît. 2 de ses enfants sont handicapés. Pauline a 25 ans et Simon 19 ans. Ils sont en institution à mi-temps. Ma cousine. Mon petit frère Simon. Le reste du temps, Nathalie et son mari s'occupent d'eux. Je commence toujours par des choses qu'elle aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Moi, je sais. J'ai là. Grand-maman, on a été au Parti Chou. On a été voir danser grand-maman. Ça? Après, aujourd'hui, on va mettre télé. Demain, c'est papa qui t'a pris congé après-midi. Il va promener avec Pauline. On va dessiner une voiture. Et pour tous les jours, vous avez une alors je fais comme la ça. semaine. Avec elle, le nouveau programme, c'est lundi, elle va à la Castalie, à Sierre. Elle dort lundi soir, mardi soir. Je vais la chercher mercredi. Jeudi, on a la physio. Et vendredi, je la ramène en bas pour un jour. Voilà. Puis ça la rassure d'avoir ce type de Bien tableau. sûr, oui, parce qu'elle sait exactement quand elle rentre. 3, 4, 5... Nathalie a mis en place des moyens d'organisation, de planification. Les imprévus sont assez mal vécus par ses enfants. Elle tente aussi de développer des moyens de communication avec eux en s'aidant avec des outils informatiques. Sa santé est encore de fer, mais Nathalie sait qu'elle doit aussi penser à elle. Depuis 10 ans, elle préside l'association NCME du Valais-Roman, une association de parents de personnes handicapées mentales qui regroupe 320 familles. Oh, pardon, c'était trop fort. Pardon. Ah oui, alors on doit punir maman, ça c'est sûr. Elle côtoie beaucoup de proches aidants qui souffrent de découragement ou d'épuisement. Et puis elle reste attentive aux signes, car depuis 2 ans et demi, Pauline a perdu du poids, elle a refait des crises d'épilepsie, elle souffre d'angoisse et de déprime. Parfait. Après, est-ce qu'on doit se baigner quand même? Non. Oh, comment non? Bien sûr. C'est essentiellement la nuit. C'est clair que quand elle ne va pas bien, il y a des nuits entières que je ne dors pas. Alors c'est clair qu'après, si on n'arrive pas à récupérer dans la journée, là, on peut se faire avoir. Parce qu'à un moment donné, si on explose et puis qu'on commence à... c'est eux qui pâtissent aussi. Hein. La difficulté à gérer, c'est au moment donné où on se rend compte que ce n'est pas du provisoire. Alors ça, c'est juste terrible parce qu'au début, on a toujours l'impression que ça va passer, quoi, en fait. Mais il faut des années. Puis à un moment donné, quand vous réalisez, mais vraiment, que c'est pas du provisoire, que toutes vos copines, elles ont leurs enfants très dehors, donc vous êtes à Sierre, elles boivent un verre, viens boire un verre avec toi, on mange un petit truc. Donc nous, les imprévus, il ne peut pas avoir d'imprévu. Nous, c'est tout planifié. Et ça, c'est dur pour toutes les familles qui ont un enfant handicapé, toutes. Il n'y a pas d'imprévu possible. Simon, tu voudrais aller faire du trampoline? Non. Je mets après, viens. Sinon, on va faire du bowling. Waouh! Allez, vas-y. Après, je te lâche. Après, je te fais. Vas-y. Allez, on saute. Vas-y. Plie les jambes. L'avantage d'avoir des enfants qui passent quand même 2 nuits par semaine en institution, j'ai aussi le moyen de les laisser pendant les vacances ou bien des semaines complètes. Donc, on part quand même régulièrement en vacances où on est obligé de décrocher. Ça, on s'oblige à le faire parce que c'est clair que sinon on ne tient pas. 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Moi, je m'occupe, parce que je préside l'association NCME, en fait, ça m'aide beaucoup à me dire que là, pour les loisirs, les parents peuvent faire le maximum pour leurs enfants, c'est-à-dire on peut leur donner des vrais loisirs, chose qu'on ne peut plus faire en institution. En institution, actuellement,
On doit juste accepter de ce qui se passe. Alors moi, c'est pour ça que je me suis dit, occupons-nous des loisirs. C'est pour ça que je m'engage pour Insieme. Et puis après, voilà, j'ai quand même des copines, je vais me promener la journée, parce qu'en fait, la journée, je suis quand même assez libre. Je lâche? Tu arrives? Essaye. Super. Tu as vu ça? Hop là. Encore une fois? Mais encore une fois, allez, vas-y. Comme il faut. D'accord? Allez, on essaye. C'est comme ça que tu te lèves? Tu fais la sieste? Quand on a des enfants malades, c'est tout le temps. Moi, j'ai un téléphone, je dis, ah, ça y est, elle a fait, je dois aller la chercher. Et les 6 derniers mois, je ne sais pas combien de fois j'ai dû aller chercher en institution. Donc, tout le plan de la journée, voilà, c'est perdu, quoi. Après, il ne faut jamais trop penser derrière. On essaie de regarder devant. Chaque année, je vois du progrès. L'année passée, il avait fait 5-6 en plus. Et puis là, il peut aller un bout, quoi. Je me suis toujours dit que je préférais avoir des regrets parce que j'en avais trop fait que des regrets parce que j'en avais pas assez fait. Ça, c'était un peu... Mais alors voilà, parce que j'ai une santé qui est bonne pour l'instant, c'est clair que le jour où je suis malade, peut-être que je vais pas dire la même chose. Mais bon, pour l'instant, j'ai beaucoup d'aide au niveau familial. Ma maman, mes belles-sœurs s'occupaient beaucoup avant. Mais c'est clair qu'à plus on avance, à plus le cercle se rétrécit. Parce que des enfants avec un handicap adulte, c'est compliqué à trouver du monde. Mais en plus, quand vous avez la maladie, alors là, je ne vous explique même pas. Et puis surtout que la plupart du temps, nous avons besoin, surtout le week-end. Parce que le lundi matin, à 10h, moi, je n'ai pas besoin d'aide pour les enfants. Alors c'est toujours la difficulté de trouver du personnel au moment où nous avons besoin. Le gène qui est peut-être lié à ça. Le groupe d'entraide autour de la famille se restreint d'année en année. Pauline, à 25 ans, ne veut plus tellement aller chez sa grand-maman. On nous reproche des fois quand on se referme un peu sur nous-mêmes, ben oui, c'est... Alors la réalité, oui, on se referme un peu sur nous-mêmes. C'est un risque, ça, le repli sur soi? Les proches qui sont le plus en détresse, en général, sont isolés socialement, montrent une certaine irritabilité, des idées plutôt sombres, sans être forcément une dépression prononcée, mais disons une sorte de pessimisme comme ça sur l'avenir, avec un manque d'élan. Avec moins d'envie. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, la personne qui peut conserver du temps pour lui, pour continuer à aller voir des amis ou des amis, ça, c'est une forme de ressource. Et les gens, quand ils arrivent à conserver ça, à prendre du temps pour eux, ils peuvent souffler. À quelque part, ils peuvent avoir un moment de repos, on va dire. C'est quand ils sont là à se dire « mais moi, je dois rester là que pour l'autre si je pars. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Si je demande à une infirmière de venir, elle s'en occupera moins bien. » À quelque part, quand on ne s'autorise pas à prendre du temps pour soi, alors très souvent, évidemment, les réseaux sociaux s'étiolent et les gens finissent par s'épuiser complètement et ne plus pouvoir en fait subvenir à la situation. T'as déjà pris les chips ? Donc c'est important pour la qualité des soins que le proche aidant soit lui-même en santé? Oui, c'est essentiel. Ça, c'est essentiel qu'à quelque part le proche puisse rester en santé. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement le fait que le proche prenne soin de lui, ça améliore son état de santé à lui, mais ça améliore aussi l'état de santé du patient en fait, par ricochet. Environ 9000 familles en Suisse s'occupent à domicile d'un enfant atteint d'une infirmité grave. L'association Insieme propose des camps d'été et des mini-camps durant l'année pour permettre aux enfants et aux adultes atteints d'un handicap mental d'avoir des loisirs et des moments de partage. Et du coup, cela permet aussi aux parents de souffler un peu et de pouvoir se ressourcer. J'ai appelé ce matin pour l'équipe Insieme. Oui. Alors, on est 6 accompagnants et 11 personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, le groupe Insieme visite le zoo des Marécottes. 4 jeunes en formation sociale et une coordonnatrice animatrice encadrent les participants. On essaye de faire des activités qu'ils ne font pas avec leurs parents. Le but, c'est qu'ils soient ensemble, qu'ils fassent autre chose, qu'ils bougent un peu. Donc, on essaie de varier les plaisirs, de leur faire connaître de nouvelles choses. Donc, typiquement, cet hiver, on a fait du chien de traîneau. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Ils ont énormément de plaisir. Donc on espère refaire l'expérience l'année prochaine. Et l'équipe en rouge. Yeah.
Comme ce type d'association, il existe une multitude d'aides et de ressources pour venir en aide aux proches aidants ou aux personnes malades ou avec un handicap, que ce soit par des conseils administratifs, financiers, juridiques ou par un soutien psychologique ou social ou à travers un groupe de discussion. Prosenectute, l'association Alzheimer Suisse, la Fondation Emera, la Croix-Rouge, la Fondation Proxy, l'Espace Proche, les CMS sont quelques exemples de ces aides. Concilier aide aux proches et vie de famille, travail, couple, loisirs, c'est une science folle, pleine d'imprévus et de contraintes, d'émotions, de joies intenses. Les politiques publiques reconnaissent l'importance de cette main-d'œuvre. Au vu du vieillissement de la population, on estime que la moitié des personnes âgées pourraient être en situation de dépendance d'ici 2030. Il ne fait nul doute que la santé des proches aidants va être déterminante pour l'avenir de notre société. Qu'est-ce qui s'est passé là? T'as assez.